Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18h30 précise et vous avez rendez-vous avec votre programme. Un verre, une assiette. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine dernière. Je suis ravi de vous amener ce soir vous faire un petit tour du côté de l'Alsace, puisque nous avons comme invité ce soir Sylvie Krucker du restaurant Le Pressoir de Bacchus et qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. J'en profite que l'histoire que tout le monde arrive et que Sylvie nous rejoigne pour ouvrir la première bouteille. Et cette première bouteille, c'est une bouteille de Riesling. Vous avez compris que c'était un cépage effectivement que j'aimais. Certains qui me connaissent bien, effectivement, et que j'adore en Alsace. Ce n'est pas le seul cépage, hein. Il y a des gewürztraminer magnifiques, il y a des muscats qui sont vraiment bons, il y a des pinots gris, on va en goûter un peut-être tout à l'heure aussi intéressant. Mais le Riesling, c'est franchement le grand cépage, effectivement, de l'Alsace, à mon avis. Et là, on est sur un grand cru, c'est Pfälzerberg. J'avoue que c'est pas mon fort peut-être la prononciation, mais c'est un très très joli grand cru et celui-ci vient de Paul Geglinger et il est situé du côté donc d'Egisheim, de Colmar. Alors on est en attente de notre invité du soir, Sylvie, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Alors l'Alsace, franchement, il y a de très très belles choses. D'abord, j'ai plein d'amis en Alsace, je voudrais saluer vraiment tous mes amis sommeliers d'Alsace. Le président actuel de l'association des sommeliers, Serge Dups, que je salue, fidèle compagnon de route de Marc et Bernard Le Berge de Lille et Lozerde, mais également Jean-Marie Stockel, qui a été meilleur sommelier de France il y a un certain nombre d'années déjà et qui est un vrai exemple. Et également Romain Tis, meilleur ouvrier de France, et également meilleur sommelier de France. Et également, bien sûr, Antoine Verlet, professeur, s'il en est, devant l'éternel au lycée de Strasbourg, l'école hôtelière de Strasbourg, situé pas très très loin de Strasbourg. En tout cas, voilà, magnifique région à la fois viticole, mais aussi gastronomique. J'ai des souvenirs d'Alsace lorsque enfant, enfin adolescent plus exactement, j'allais en Alsace avec mon père qui m'a fait découvrir vraiment cette belle, magnifique région. Et donc, dans cette région historique, viticole, mais également gastronomique et riche d'histoire, j'ai découvert des sensations juste extraordinaires. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Comment ça va? Bah, très bien, merci. Bon, tout va bien. Vous êtes du côté de Blanchevillers, là? Oui, écoutez, tout va bien. Bah, voilà, confinement oblige, hein, mais bon, c'est comme Oui, ça. exactement. Bien autant que faire se peut, comme on dit. Mais ça n'empêche pas de partager, finalement, de trouver des idées, peut-être pour communiquer différemment, et en tout cas pour pouvoir effectivement transmettre quelque part nos passions, même si elles ne sont plus dans les assiettes ou dans les verres directement, mais à travers des mots qui sont à la fois chaleureux et qui permettent aux gens de venir pénétrer un peu nos univers. Bah, moi, je vous remercie de m'accueillir, c'est vraiment gentil. Je suis très honorée de participer à cette émission ce soir et puis faire découvrir notre si belle région, l'Alsace. Vous êtes avec Sylvie, vous êtes alsacienne d'origine. Ah, pure souche. Et de ce village de Blanchevillers qui a vu la création en 2004, je crois, du presseur de Bacchus. Non, je viens d'un tout petit peu plus loin de la région d'Ottrott, qui est aussi donc une région viticole. Voilà. Donc, notamment pour son pinot noir, le rouge d'Ottrott est quelque chose qui fait référence depuis très longtemps. voilà, oui, le fameux rouge d'Ottrott. Et donc vous avez débarqué un jour en famille en plus, parce que je crois que vous dites que vous avez une grande fierté, c'est notamment le fait de travailler avec votre fils. Bon, en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué de travailler avec lui. Mais je crois qu'il s'appelle Kevin, c'est ça? Oui, notre fils Kevin, il est derrière, voilà. Notre fils Kevin qui a rejoint l'équipe il y a 3 ans maintenant. Jolie photo, Kevin d'un côté et Lauriane de l'autre. Hein. Voilà, la fille de l'autre côté, voilà, qui elle va drouiller. Voilà, elle fait des saisons encore pour l'instant, le temps qu'elle s'établisse en Alsace. Alors vous êtes dans un village qui est un village à la fois gastronomique grâce à vous, parce que je crois que vous êtes un des rares ou des seuls restaurants de la commune. Mais il y a beaucoup de vignerons autour de vous. Ah bah on a que ça, hein. On a un hôtel, il y a un restaurant, il y a un forgeron, un électricien, et puis voilà, et nous. Et un village vigneron. Expliquez-nous, c'est où ce village de Blanchevillers? Alors on est en plein centre Alsace, hein. Donc pour se situer un petit peu, pour connaître, vous avez Strasbourg-Colmar, et on est en plein milieu, il y a Dambach-la-Ville. Il y a Etherswiller qui est un peu plus connu et nous, on se trouve juste en plein milieu des deux. Très bien, très bien. Alors c'est quoi votre parcours?
Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais avant en salle, donc avec une mention complémentaire de sommellerie. Et j'ai baigné vraiment dans la Bravo. vie. Voilà, donc c'est vrai que c'est mon premier métier de base. Hein, et j'ai toujours été passionnée par la cuisine. Et puis, il y a plus de 20 ans, enfin 25 ans en arrière de ça, j'ai passé donc les diplômes en cuisine et j'ai atterri en cuisine quand on a repris donc l'établissement avec mon mari en 2004. Et lui, il était en cuisine avant et moi, j'étais en salle et on a échangé les rôles. Vous avez changé. Et donc, votre mari, c'est Gilles, je crois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Il travaille toujours avec vous? Oui, bien sûr, oui, Tout oui. le monde travaille en famille. Et que fait Lauriane alors? Alors, Lauriane, elle est en saison, donc elle est chef de rang. Là, elle va passer responsable dans un établissement donc, sur Saint-Tropez. Donc, elle est en salle, hein, voilà. Elle est aussi dans le métier, comme nous. Formidable. Donc, deux en salle, deux en cuisine. Vraiment Oui. l'affaire familiale idéale, quelque part. Et que faisait la génération d'avant, Alors, du côté de mon mari, par exemple? bah, son papa était aussi chef de cuisine, mais plus donc, dans les hôpitaux. C'est lui qui a créé à l'époque le service à la carte dans les hôpitaux, le choix de menu. Formidable. Et donc, sa maman, elle Les travaillait gens aussi sont à l'hôpital. spécialisés. Et Dieu Ouais. sait qu'en ce moment, il y en a un certain nombre auxquels on pense, bien entendu, et aussi tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, que l'on salue pour leur dévouement et, voilà, et tout ce qu'ils apportent, je veux dire, comme réconfort et comme soin aussi à tous les gens qui sont. Ouais, c'est très important d'avoir une petite pensée pour eux parce que c'est vrai que c'est pas évident depuis mars, ils en battent vraiment quoi. On va Et de dire mon ça. côté, j'ai aussi baigné, bah, bien sûr, dans l'hôtellerie-restauration. Mon parrain qui est aussi chef de cuisine, mon père était plus dans la viticulture et puis maman, elle était toujours en cuisine aussi. Donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là depuis que je suis petite, quoi. Le destin était là. Oui, Le c'est ça. destin était là. Et l'amour du vin, cette mention complémentaire que vous avez fait il y a quelques années, c'est pour quelle raison finalement? Parce que la Bah, cuisine c'était évident, mais le vin c'est encore autre chose. bah, ça a toujours été aussi une passion parce que bon, mon père qui était viticulteur, on avait comme 17 hectares de vignes, hein, donc en Alsace. Donc voilà, je connais vraiment le côté viticole, le travail de la vigne. Donc j'ai toujours été passionnée par le vin et c'est vrai, voilà, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser au vin et à la cuisine et c'était important pour moi, quoi. Bon, en attendant que vous nous rejoigniez, Sylvie, qui est au demeurant un très joli prénom parce que c'est le prénom de ma sœur que je salue également. Ah, donc j'ai Sylvie qui est toujours pas loin de moi quelque part. Donc je disais que l'Alsace est une région magnifique, hein. J'adore. J'ai eu la chance, grâce à mon papa, que je salue aussi, d'aller visiter l'Alsace de nombreuses fois, et notamment depuis mon adolescence. J'avoue que j'ai adoré les lieux, les villages fleuris, l'accueil dans les vignes-stouves, dans les petits bouchons, brasseries, etc. Chez le vigneron, bien entendu, également. Et c'est un bonheur de voir cette diversité de cépages, cette diversité de terroirs, cette diversité de styles, où dans les blancs, on a des blancs secs. On va goûter ce soir deux jolis racing, un Brandt je vais réussir, j'espère, Pierre Sinsberg, qui est un. Le Fertinsberg de Paul Glinger, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, magnifique. Merci de m'aider pour la prononciation. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, c'est pas simple, simple. Et donc, de découvrir justement cette variété de vins, d'essayer d'identifier l'esprit à la fois de ces géologies distinctes, très complémentaires, très diversifiées, de comprendre aussi la gestion des maturités dans les raisins, parce qu'on est des fois surpris en Alsace, un vin sec, un vin moelleux, un vin plutôt liquoreux. Au-delà des vendanges tardives ou des sélections de Grenoble qui sont évidentes en lecture, pour les autres, il y a quand même un gradient dans le côté sec, plus ou moins moelleux, qui peut perturber les gens, et notamment en matière d'accord mésévin, qui est un peu notre thématique du jour, hein, que notre émission s'appelle Un verre, une assiette. C'est-à-dire en partant finalement d'un vin, aller vers une assiette, et parfois c'est pas simple en Alsace. On a des slimes très secs, minéraux, incisifs, ou d'autres qui sont plus sur l'onctuosité, voire le moelleux, jusqu'à la sucrosité, même si ce n'est pas des vendanges tardives. Bon, on a de la chance en Alsace, on a comme 7 cépages, donc on peut vraiment aller donc, de l'apéritif au dessert. Alors, l'apéritif, c'est quoi pour vous? Pardon? L'apéritif, c'est quel cépage pour vous? Ah ben moi, c'est le crément, bien sûr. C'est à la base, c'est le crément d'Alsace. Eh oui, bien Voilà, entendu. L'appellation crément d'Alsace qui a le vent en poupe en ce moment, hein, c'est une appellation qui marche très bien.
et qui permet d'ailleurs à l'Alsace d'utiliser un peu tous ces cépages historiques, plus le chardonnay, pour entrer dans la composition du crément. Ça, c'est souvent une question un peu piège en disant est-ce qu'effectivement on trouve du chardonnay d'Alsace en appellation, et quand on cherche, on ne trouve pas toujours. Mais pour l'appellation crément, effectivement, d'Alsace, ça fonctionne. Donc l'apéro avec le crément d'Alsace, parfait. Muscat. Muscat aussi. Bien sûr. Après, c'est un vin plus sec, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop les fruités. Enfin, il est très fruité quand même, mais disons, je parle du côté moelleux ou quoi que ce soit, vous avez le palais qui est sec et c'est ça qui est agréable. Absolument. Après, il y a des Gewürz aussi, bien sûr. Oui. Plutôt au début, cœur du repas, ou plutôt sur des fromages ou un certain dessert? Ben, moi, le Gewürztraminer, ça serait plutôt avec un fromage à ce moment-là, avec un master. Hein. Ou sinon, vraiment, voilà. Un bon Gewürz avec un master, c'est très très bon. Et c'est vrai. Ouais. Ça fonctionne très bien. Ou bien sûr en dessert ou après un repas, voilà. Mais là, on partira plus dans le grain noble. Ou voilà, ce serait dommage d'agrémenter le grain noble avec quelque chose parce que ça se suffit à lui-même. C'est vrai. Entre nous, on parle de vin de méditation. Voilà. Souvent d'ailleurs, les grains nobles vendus en demi-bouteille. Ouais. Donc, on se délecte, j'allais dire, d'une petite quantité, mais très concentrée. Hein. Quelque part de très jolis vins. Je salue Frédéric Bonnet, également, qui nous suit là ce soir, je vois. Je ne peux pas saluer tout le monde, mais j'essaie de voir un petit peu les commentaires. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions ou à nous faire un coucou. Ça nous fait bien entendu extrêmement plaisir. Et donc, non, mais c'est vrai que cette palette de vins, on a le Pinot Gris aussi, on en a un ici, je l'ai dit tout à l'heure, qui est proposé en 2016 par le comité international des vins d'Alsace, le conseil que je salue également. Je vais d'ailleurs en profiter pour l'ouvrir. Ouais, c'est un de Beblenheim. Hein. Ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on mange en Alsace? Parce que quand on a l'image d'Alsace, à quoi on pense spontanément? La choucroute Béghoff, oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est la tarte flambée, voilà, il y a plein de choses. Ça reste vraiment Alsace. La flamme-cuche, etc., le Béghoff, il y a des recettes historiques traditionnelles. Vous d'ailleurs, vous avez réinterprété à votre façon la choucroute en créant une soupe de choucroute, c'est ça? Oui, vous êtes bien renseigné. Oui, la fameuse soupe à la choucroute au lard virtuel. Ouais. Celle-là, elle plaît bien, oui. C'est vrai, c'est sympa. Hein. Alors, ça change. Ça change un petit peu. Bon, moi, je fais des soupes avec tout, mais c'est vrai que la soupe à la choucroute, je l'ai surtout l'hiver dans le menu découvert qu'on a un petit peu le terroir. Et en entrée, donc c'est vrai que ça interpelle beaucoup les touristes. Donc là, on n'a jamais mangé de la choucroute en soupe. Exactement. Voilà, c'est le moment de découvrir. Pour donner, Sylvie, une idée un peu de la façon dont on pourrait faire cette choucroute, comment vous la faites, cette choucroute, en quelques mots? Cette soupe de choucroute. C'est pas compliqué, hein. Rien de plus simple, comme toutes les soupes. Hein. Donc, vous prenez l'ingrédient principal, le chou. Donc, de préférence déjà cuit, le chou à choucroute cuit. Vous rajoutez avec un bouillon de légumes. Vous faites mijoter tout ça. Vous le passez donc avec le mixeur, pour pas nommer de nom, un mixeur. Hein. Vous rajoutez de la crème fraîche et vous laissez mijoter. Et puis voilà, le tour est joué. Et vous avez une soupe à la choucroute. C'est génial. Rien de plus simple. C'est la bonne heure pour parler de ça. Hein. Et c'est le bon jour avec la température qui convient. Alors, je sais qu'on a des amis qui nous suivent à la Guadeloupe, d'autres qui nous suivent de Tahiti, etc. Bon, ça peut peut-être les surprendre en termes de température, mais chez nous, ici en métropole, la soupe de choucroute, c'est ce qu'il nous faut ce soir. Oui, mais c'est pas ce qu'on va faire ce soir. Non, mais néanmoins, les idées sont là. Hein, oui. C'est le bonheur. Exactement. Alors, néanmoins, la recette du jour, c'est quoi ce que vous avez envie de nous partager ce soir, Sylvie? Alors, c'est un plat qui me suit depuis plus de 20 ans, donc c'est une de mes spécialités, c'est mes fameuses ravioles de carpe. Des ravioles de carpe? Oui, comme vous savez que la carpe, ça vient donc de la région, pas seulement d'Alsace, bien sûr, on en trouve aussi un peu plus loin, mais c'est vrai que c'est un poisson qu'on connaît assez mal, parce que c'est un poisson de vase à la base, hein, et donc les gens le connaissent plus en carpe frit dans le Sungo, dans notre région. Et moi, j'ai décidé de le faire en ravioles. Donc, c'est une pâte à ravioles très fine. Et donc, je mets une farce de carpe agrémentée de petites épices qui ont mon secret. Et je fais une petite sauce au ricin crémée avec et légèrement fumée. Voilà. Oui, toujours le secret du vin dans la sauce. Ça, c'est quelque chose qui est oui, important. Il faut un bon vin pour faire une bonne sauce. Absolument.
je voulais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous a quittés il y a quasiment un an, jour pour jour, qui est notre ami Milliong, Ouais. et avec lequel j'ai souvent partagé, à l'époque du Crocodile à Strasbourg, des moments de convivialité. Et lui me disait effectivement, le génie de la cuisine française, finalement, c'est les vins. C'est les vins qu'on goûte, c'est les vins qu'on découvre, c'est les vins qu'on partage, et c'est les vins qu'on utilise aussi en cuisine. Et utiliser un bon vin dans la sauce, pas un truc qui soit pas bon. Ah non, il faut un bon vin pour faire une bonne bon sauce. vin, des bons Pas ingrédients. coule de source pour nous. Vous avez entendu, les bons ingrédients pour les bonnes recettes. Et il faut le goûter aussi avant pour voir si Exactement. Voilà. Toujours avec raison. Ah, mais toujours. et précision en même temps. Je vous en prie, la recette. Alors, bah écoutez, Et je la vais passer. du Bordelais nous suit avec attention. Alors, donc, je vais juste passer de l'autre côté à ce moment-là parce que donc, je me suis installée au privé, hein, vu que la cuisine en bas, elle est fermée. Il n'y a pas de souci. On reste à la maison, mais c'est disponible. Je vois que sur le buffet, là-haut, il y a quelques souvenirs de belles bouteilles. Ah, il y a des bonnes bouteilles, oui aussi. Ouais. C'est sympa. Moi, je n'avais pas cadré pour qu'on voie les bouteilles. Hein. J'avais cadré. Non, mais on en profite aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai retrouvé juste à côté là, aussi quelque chose de sympathique de Bergheim. J'avais un Altenberg un Magnum ici, parce que les Magnum d'Alsace, c'est une bouteille magnifique que j'avais gardé, qu'on a goûté il y a quelques temps dans le millésime 2009. Ça, c'est quelque chose qui vaut la peine aussi, comme on dit. Bon, elle a été goûtée. Ça y est. Ah, ça y est, on a été coupé. Ça y est, on a retrouvé Sylvie. Oui. Donc, je vous montre au fur et à mesure comme ça. Donc, j'ai préparé donc, J'espère que la liaison est bonne, parce qu'effectivement, malheureusement, on a perdu un petit peu le fil de l'histoire. Et voilà. Oui, Frédéric, bonne dégustation chez Marcel et chez les Days, les différentes générations de Days demain. J'espère qu'on va retrouver Sylvie, parce qu'elle était partie pour nous faire ces fameuses ravioles extraordinaires avec une sauce au Riesling. Et j'espère qu'on va la retrouver. Je sais que Marion, qui est avec moi là, va la réinviter. Peut-être qu'effectivement, en passant dans une autre pièce, la liaison est moins bonne, mais ne vous en faites pas, partez pas très longtemps, parce que vous restez plutôt avec nous, parce que je pense qu'on va retrouver Sylvie Kruger à son pressoir de Bacchus dans quelques instants. Voilà, on va la rappeler, on va essayer de voir si on arrive à avoir cette recette, parce que là, franchement, entre sa soupe... Non, je ne suis pas passée dans la côté. Et voilà. Alors, Sylvie, rebonsoir. On avait perdu. Peut-être que dans cette partie-là de la maison, ça passe moins bien, là. Ça a recoupé là un petit peu. Allô, allô. On bouge plus. Moi, je vous entends. Voilà, formidable. Allez, on vous a retrouvé, Sylvie. Voilà, donc j'avais préparé donc un bouillon de légumes où j'ai fait cuire où j'ai fait cuire donc les ravioles à l'intérieur. Très bien. Voilà, je sais pas, non, on voit pas là. Voilà, comme ça je vais le tenir, ça sera beaucoup plus simple. Très bien. Donc voilà. ça, c'est la raviole, c'est ça? Ça, c'est la fameuse raviole que j'ai déjà pré-cuite. Hein. Parfait. Voilà. Et donc on va les laisser cuire dans le bouillon à peu près un bon quart d'heure. Hein, avec des aromates, avec des herbes. Alors, moi, je le fais toujours avec des légumes de préférence. Après, on peut faire un bouillon de poisson également. Hein, mais je trouve que ça dénature un petit peu la carpe. Donc, je préfère travailler avec des légumes. Hein. Donc, il y a des carottes, du poireau, il y a du céleri, vraiment pour faire comme les légumes d'un pot-au-feu. Parfait. Moi, ça, c'est vraiment une question de goût. Hein. Chacun peut faire comme il veut. Et à côté, donc, j'avais préparé la petite sauce. Hein. Donc, une petite sauce déjà légèrement crémée et fumée. D'accord. Là, le Riesling est déjà dedans ou pas encore là? Oui, oui. Alors, le Riesling, oui, j'ai dû le préparer à l'avance parce que ça dure quand même 4 heures de cuisson, la sauce. Ah oui, quand même. Oui, il y a la réduction. Hein. Oui, oui, il y a réduction, mais... C'est les plats semi-jottes chez nous en Alsace. Hein. Oui, pas, oui. Le temps s'arrête, même s'il s'égrène. Non, non, on ne voit pas. Laisse-le normal. Et donc le Riesling, donc, on le fait réduire hein, avec un morceau de lard fumé. Oui. Et donc, on le laisse vraiment réduire de moitié. Et une fois que ça a bien réduit, donc je rajoute du fumet de poisson, qui est fait bien sûr avec des poissons de roche de préférence, parce qu'avec avec la carpe, c'est pas possible. Bien sûr. Et donc par la suite, une fois que ça réduit, donc une fois de moitié, on rajoute la crème fraîche.
Donc, ça a pris le côté fumé donc, du lard. Hein, et vous avez toujours encore le goût du Riesling, l'acidité du Riesling. Bien sûr. Donc, ça fait une petite sauce légèrement fumée crémée avec un goût d'acidité derrière. Très bien. Est-ce qu'il est judicieux éventuellement de rajouter un petit peu de Riesling à la fin pour retrouver un petit peu la vivacité du vin qui n'a pas cuit justement, mais qui pourrait parfumer la sauce? On pourrait, mais après, ça c'est une question de goût. Moi, je préfère voilà, une goutte de jus de citron à la rigueur, hein, mais pas, je ne rajouterai pas encore de vin derrière parce qu'il faudrait vraiment qu'il cuise. Quoi. D'accord. Bon, ouais. Il vaut mieux le mettre dans le verre finalement après, hein, c'est ça? Oui. C'est vous qui le dites, hein, moi je n'osais pas le dire. Mais... C'est ce que j'ai fait. Et voilà, je me suis permis d'ouvrir un peu quelques flacons. Il faut les goûter. Hein. Exactement. Donc l'association avec le Riesling est évidente parce que lorsque l'on a du Riesling dans la sauce, on va l'entrer dans le verre. Mais je pense que le Riesling est un grand vin justement pour accompagner les jolis plats, notamment de poisson, pas que, hein, mais sur le poisson, ça va magnifiquement bien. La densité aromatique, la complexité sur cette minéralité qu'on a parfois du mal à définir, mais qui est quand même évidente dans ce genre de vin, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et la salinité en bouche, bâtie sur une certaine fraîcheur également, donne un tempérament incroyable, la plupart des Riesling alsaciens. Là, je ne sais pas lequel vous goûtez. Vous goûtez lequel? Le Brand? Là c'est le Paul oui. Jeglinger, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc voilà. Le Riesling, le Grand Cru, donc en 2017. Grand Cru, hein. Platzenberg 2017. Oui, oui, c'est un vin qui est vraiment sec, il est fruité, il a une structure qui est vraiment dense et racée, donc c'est pas mal pour avec les ravioles, même avec un fromage de chèvre, il est superbe celui-là. Absolument. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une densité incroyable en bouche, on a une mâche, presque une matière, qui fait que, effectivement, sur la raviole, qui demande toujours quand même un vin qui a un petit peu de densité, c'est le cas. Mais c'est un Riesling qu'on pourrait servir aussi avec une volaille, par exemple. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Poulet au citron, par exemple, je crois que ça pourrait être magnifique. Bah, que ce soit une volaille, que ce soit maintenant une viande blanche, sans problème. Du veau. Un veau, voilà, un veau aussi, avec un peu de lard fumé, un peu d'agrumes, ça peut être pas mal aussi. Sans qu'il y a toujours un côté fumé et boisé derrière dans le plat, celui-ci se marie vraiment bien parce que bon, vous avez aussi le côté fruité et intense qui est dedans, donc voilà. Absolument, absolument. Et sur des fromages, ça marche aussi très bien. On évoquait l'association Gewürz avec le Münster, mais c'est vrai qu'un Riesling sur des jolis fromages de chèvre, par exemple, ah oui, ça fonctionne particulièrement bien. Sur des quenelles aussi, moi j'ai des beaux souvenirs de quenelles de brochet avec quelques petites écrevisses. De Monsieur Young, hein. Exactement, ça c'est absolument. J'ai un souvenir. J'ai eu la chance de cuisiner justement ces fameuses quenelles de brochet aux écrevisses avec lui, qui étaient juste magnifiques. Hein, ou son flanc de cuisse de grenouille, c'est des souvenirs qui sont juste magnifiques. Quoi. Exactement. Rien que d'en parler, on a les goûts qui reviennent au palais. Puis c'est la bonne heure pour avoir ces évocations-là. Oui. Parce que là franchement, il y a l'excitation apéritive qui est là. Et moi qui fais cette chronique tous les lundis, j'avoue qu'en sortant, j'ai faim. Hein. Je vois que je ne suis pas le seul parce que j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages en disant oui, vous nous donnez faim, etc. Mais c'est naturel, comme on dit. Hein. C'est le partage qui est comme ça. Alors, le Riesling, c'est effectivement un grand cépage. C'est un cépage qui en plus a une lecture des terroirs qui est assez intéressante. Si on est sur des schistes, si on est sur le granit, si on est sur des argilo-calcaires, des vannes, etc., on va des Riesling, même si la personnalité du cépage est là, finalement, il révèle les terroirs d'une façon assez extraordinaire. D'où l'intérêt des grands crus en Alsace, qui sont effectivement incroyables de diversité et qui sont en plus super accessibles en termes de prix. Presque un peu trop accessibles, d'ailleurs, je trouve. La valorisation. Vous savez, on a quand même un dicton qu'on dit. On dit toujours les vins d'Alsace sont pas trop chers parce qu'on préfère plutôt vendre une bouteille que deux. Enfin, on préfère plutôt vendre 2 bouteilles qu'une. Exactement, voilà. Surtout si on dort sur place ou si on est raisonnable. Oui. Non, parce que rappelons-le qu'il faut goûter tout ça avec modération. Mais par contre, ne pas bouder son plaisir
Surtout pas les temps qui courent, j'allais dire. Les rouges d'Alsace, tout à l'heure, on a évoqué aux trottes, parce que ce sont vos origines. Hein. Bah oui. Dépendamment des rouges de trottes, quels sont un peu vos coups de cœur en rouge alsacien? En rouge alsacien, coup de cœur, bah écoutez, on a un rouge à Blinschwiller, hein, voilà, pour changer un peu de trotte. C'est pas que j'aime pas le rouge de trotte, pas du tout, mais on a un rouge de Blinschwiller. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est très boisé. Et donc, c'est vrai, on en a un du village qui fait, enfin, plusieurs qui font du rouge, hein, mais c'est vrai que c'est un peu un style un peu bourguignon, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. Absolument. La progression qualitative des rouges d'Alsace est quelque chose qui est tout à fait notable, que nous, sommeliers, on remarque vraiment ces dernières années. On a eu grâce à Romain Mtis, le sommelier que vous connaissez bien, oui. Qui travaille actuellement donc, à la Villa Lalique. On a une dégustation de pas mal de vins rouges d'Alsace, et j'avoue que des pinots noirs incroyables, de qualité. Alors, avec des tempéraments qui peuvent rappeler certains rouges bourguignons, mais qui ont surtout un tempérament alsacien, avec, en affirmant une qualité, une densité, un fruité, en même temps un équilibre qui est tout à fait pertinent. Il faut surtout faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à le servir frais. C'est pas comme un pinot noir rosé, c'est vraiment, il faut le laisser à température ambiante ou température de cave, mais pas le servir frappé, quoi. Il faut vraiment le boire comme un rouge de Bourgogne ou voilà. C'est ça qui est important aussi. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était plus des clairés que des rouges. Et on avait tendance effectivement à les servir un peu frais, sûrement un peu trop frais. Aujourd'hui, il faut franchement les servir comme des grands rouges, y compris ceux de caves coopératives, parce qu'on parle toujours des producteurs, mais en Alsace, il y a de très belles caves coopératives. Ah oui, on en a pas mal. Paffenheim. Voilà, il y a vraiment de très très jolies, de très très bonnes caves en Alsace et qui sont de grande qualité, y compris pour la production de très très beaux vins rouges. Voilà. Bah, du nord au sud, de toute façon, on a du nord au sud. Barme, Bucher, réserve Pinot Noir, magnifique. Je lis un peu les commentaires qu'on nous fait et c'est super de pouvoir effectivement. Ah, Marc Bucher, bien bonjour Marc alors. Exactement. La cave de Ribeauvillé également. Oui. Voilà. On a de quoi faire. On a 170 km quand même de route des vins d'Alsace. Hein. Donc du nord au sud, hein, ça va vraiment du côté de. Ça va de Tannes en partant du sud jusqu'à Marlenheim, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est très long, hein, c'est 170 km, on a de quoi faire. Hein. Exactement. Et avec une belle évolution ces dernières années. Alors, on voit les Clos Muret dont je parlais effectivement il y a un instant, René Muret. Et c'est vrai que, comme le dit Eric Rosenberg, que je salue aussi, les rouges d'Alsace ont beaucoup plus de densité aujourd'hui qu'à une certaine époque. C'est dû aussi à la fois à l'évolution du climat, certainement, mais également à la volonté des vignerons alsaciens de pousser un peu plus en maturité pour avoir des rouges effectivement un peu plus structurés, un peu plus de garde, mais qui gardent une âme effectivement plutôt aérienne, ce qui est assez formidable. Et du coup, finalement, c'est ce que j'adore en Alsace, hein, c'est qu'on a une gamme large de styles, de produits, d'expressions gastronomiques. Nous, on a toujours eu l'Alsace, des vins d'Alsace dans la cave. Vraiment, depuis tout gamin, j'ai toujours eu des bouteilles d'Alsace dans la cave. Et c'est toujours été un plaisir bien sûr, les poissons. Alors, on n'a pas évoqué les coquillages, mais c'est vrai que franchement, un beau Riesling sur un plateau de fruits de mer, c'est quand même quelque chose qui a une évidence. Aussi. Ah bah oui, on a les coquillages, on a les crustacés, ça se marie vraiment avec tout. Franchement, même que ce ne soit pas un Riesling, on peut très bien marier aussi un Pinot Gris avec, ou un Sylvaner. Les Sylvaner, on a des très bons Sylvaner. Hein. Donc, je suis content que vous évoquiez le Sylvaner, parce que franchement, il y a de très beaux Sylvaner. Non, nous, on a de la chance dans le village d'avoir un Sylvaner de Blinschwiller. Hein. C'est rare d'avoir un nom de commune sur un Sylvaner, donc c'est une appellation. Donc c'est ça qui est beau aussi. Quoi. Moi, j'ai le souvenir du Sylvaner de Seppi Landman, par exemple, dans le Zine Cofflet, avec le personnage qui est Seppi Landman, en plus. Et c'est des dégustations incroyables. Et des Sylvaners issus d'un terroir de Grand Cru qui
qui vieillissent merveilleusement bien. Et c'est vrai que l'une des autres vertus des vins d'Alsace, c'est que ce sont des vins de garde aussi. Ah oui, ben, on peut les garder, oui, sans problème. Hein. Et pas que les moelleux ou liquoreux, pas que les vendanges tardives et les sélections de Grenoble, mais également, effectivement, les secs, qui au bout de 15 ans, 20 ans, sont encore souvent au rendez-vous. Mais c'est de plus en plus rare. Hein. J'avais eu l'occasion d'acheter un jour un lot de vins d'Alsace dans des bouteilles qui étaient bleutées. C'était des vins des années 40. Et c'était une réserve de la famille Klipfeld. Oui. J'avais des 43, des 45, hein. même des 47 ensuite. Et oui. Franchement, on a goûté ça avec quelques amis sommeliers il y a quelques années. C'était juste incroyable. Et incroyable de complexité, de gourmandise, de fraîcheur encore. Les vins avaient bien entendu de l'évolution, mais pas une suroxydation qui les rendait pas agréables. Au contraire, c'était juste magnifique. Ah mais on a c'est vrai que j'étais peut-être pas encore à fond dans les vins, mais je sais que c'est du domaine Klipfeld que vous parliez, donc à Bar, hein, avec cette fameuse bouteille bleue. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a des souvenirs comme ça qui reviennent tout doucement, mais on a cette diversité en Alsace de vins, on ne s'ennuie pas. On peut avoir du sec, du fruité, de tout. Donc c'est ça qui est magnifique, quoi. Donc, Absolument. Parmi les plus anciens vins que j'ai goûté de ma vie, c'était en Alsace. Ça a été organisé par la famille Hugel. C'était Étienne, auquel on pense aussi, qui a disparu trop tôt, qui avait organisé ça avec son oncle, Jean. On avait dégusté un Pinot Gris 1865. Ah oui, effectivement. Et alors, certes, il avait un certain âge, hein, il y a déjà quelques années, mais il avait déjà un certain âge, bien plus de 100 ans, presque 150 ans, et le vin était encore au rendez-vous. Il avait encore son intensité, il avait encore un certain équilibre. C'était incroyable de pouvoir constater cette capacité à défier le temps quasi. Bon, Sylvie, oui. tout ça nous amène finalement déjà à l'heure de rendre l'antenne dans quelques instants. Et donc, voilà. J'ai sorti les ravioles du bouillon parce qu'elles commencent à être un peu cuites. Hein. Voilà, donc je vais rapprocher un petit peu. Génial. Les ravioles, voilà. Donc les ravioles de carpe, là j'ai juste mis quelques petits légumes avec. Hein. Et là je vais mettre la sauce maintenant. Donc on nappe. Voilà, je vais napper avec. Gilles, tu peux juste venir m'aider? Parce qu'avec la réduction qui a été faite, là ça doit être nappant. Donc, qui c'est qui est à côté, là? C'est Gilles. Ah bah oui, il s'occupe de la technique en même temps. Voilà, donc c'est pas évident. Hein, Mais on le salue aussi. Hein. Oui, il nous embrasse bien fort aussi. Hein. Donc voilà, donc la sauce est très importante. Et donc bien sûr à côté, donc je rajoute toujours des petites cébettes pour amener un petit peu de fraîcheur hein, avec et une petite côté de je sais pas si vous avez entendu, de fraîcheur. Hein. Oui. Et donc, bien sûr, toujours le petit rappel de lard. Fumé qui a été desséché, c'est ça? Voilà, que j'ai fait griller au four, tout simplement. Au four, hein. Et donc, ça ramène de nouveau à la sauce le côté donc fumé en même temps. À la fois le croustillant et le fumé. Voilà, il y a toujours donc, du croustillant, il y a de la raviole, le nom de la texture de la raviole. Là, vous avez vraiment le goût de la carpe, parce que la carpe, elle n'est pas dénaturée. C'est ça que je recherchais dans ce plat-là. Et oui, le respect du produit de base. Voilà. C'est très important qu'on ait le respect du produit, quand on le mange, qu'on n'ait pas seulement la sauce ou la pâte à ravioles, mais qu'on garde vraiment le goût de la carpe. Alors, j'ai ouvert un peu de Pinot Gris également, le 2016. Là. Oui. Et donc, on est dans un univers aromatique très différent. On est plus sur le confit, on est un peu plus sur le côté épicé. On a moins cette expression particulière, un peu iodée, un peu saline du Riesling. Mais ce sont des vins qui sont très intéressants aussi, les Pinot Gris. Hein. Bah, Pinot Gris se marie très bien aussi avec. Hein. Si vous prenez un bon Pinot Gris assez sec, moi, celui-ci, je ne sais pas s'il est vraiment sec. Hein. Il a une petite pointe de pointe résiduelle, mais il a quand même un côté relativement sec. Oui, parce qu'il est, si je m'en souviens bien, il est vendangé manuel avec une surmaturation du raisin. Donc, c'est vrai qu'il a quand même dans les 13,5 d'alcool. Voilà, donc il y a une certaine qualité, mais ça reste très
très raisonnable, comme on dit en termes de Oui. supposition. Donc ça reste franchement quelque chose qui peut être vraiment très intéressant en termes d'accords gastronomiques, quoi. Le sucre ne vient pas s'interposer. Ah voilà, bah, le plat, bon, bien sûr, il faut mettre. Alors moi, j'ai mon péché véniel, hein, comme certains disent, c'est les baies roses. Donc je rajoute toujours quelques petits grains de baies roses, mais je les ai pas en haut avec moi. Mais bon, normalement, il y a des petites baies roses dessus. Très bien. Ça, c'est la touche de Sylvie, c'est ça là? Oui. On me gronde ainsi que j'en mets un peu partout, donc La j'ai un signature. peu freiné quand même. Bon. On va finir sur cette note florale des baies roses, hein, Oui. pour vous offrir nos meilleurs voeux encore pour cette année 2021 qui commence et qui commence bien avec vous. Un grand merci. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous pour vos commentaires nombreux sur ces différents vignerons d'Alsace que l'on salue tous les uns les autres. Merci au comité et au conseil des vins d'Alsace, bien entendu. Merci à vous, Sylvie. De rien. Bonjour à Kevin, à Lauriane, bien entendu également. Merci. Tous nos amis alsaciens, sommeliers qui nous ont suivis ce soir. Un grand bonheur de partager ce moment de nouveau avec vous. Rendez-vous, Sylvie et vous tous. La semaine prochaine, je reçois Nicolas Stromboni, le sommelier, un peu aussi chansonnier. Enfin voilà, c'est quelqu'un de multiple et très sympathique qui va nous parler de son terrain de prédilection, puisque ça sera direction la Corse. Alors c'est un peu l'extrémité, hein, entre l'Alsace aujourd'hui et la Corse la semaine prochaine, mais nous restons sur l'est de la France avec des vins et des terroirs d'expression et de personnalité. On va retrouver Nicolas Stromboni dans son meilleur golf, puisque ça va nous amener du côté d'Ajaccio. Et donc voilà, un grand merci à vous et rendez-vous donc, j'espère que vous serez avec nous aussi la semaine prochaine, Sylvie. Rendez-vous donc lundi prochain, 18h30, direction la Corse avec Nicolas Stromboni. Merci merci beaucoup et puis surtout continuez à être tous épicuriens, il faut continuer à être positif, voilà. On va bien s'en sortir, on m'a toujours dit comme quoi un bon ballon rebondit toujours bien. Exact. Voilà. C'est Monsieur Guirou, je le remercie toujours parce que c'est un ami de longue date et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là et qui a toujours les mots justes. Merci de partager en tout cas cette philosophie et cette orientation qui va nous permettre effectivement de rebondir magnifiquement bien sur cette année 2021. C'est ce que je vous souhaite à vous, Sylvie, à votre entourage, mais aussi à vous tous qui nous suivent. Et à mon mari aussi, voilà. Il n'osait pas, mais voilà. Merci de la présence et de la technique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Non, c'est un grand plaisir. Merci à vous. Bonne année encore à tous. Merci à l'Union de la Sommelier Française. Merci à la Société. N'oubliez pas, lundi prochain, 18h30, pour un verre, une assiette. Merci et bonne soirée à tous. Bonsoir.